Tu veux devenir plus fort, tu penses aspect technique, optimisation, récupération, et pourtant tu passes à côté de l'essentiel pour pouvoir gagner en force. Et je vais t'en parler dans ce nouvel épisode. Hello tout le monde, on se retrouve dans le nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé et de performance. Et aujourd'hui, on va parler force. Et le fait de forcer, vous allez comprendre un petit peu plus tard dans l'épisode ce que je veux dire par là. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, alors vous écoutez ce podcast, j'ai déjà sorti mon premier vlog autour de ma préparation pour les championnats d'Europe. Donc je sais que vous me le réclamiez souvent de voir un petit peu plus mes entraînements, que j'explique des choses sur mes entraînements en faisant mes séances. Donc je vous invite à le regarder, à me dire si ça vous a plu et si je continue les épisodes. Si je vois que vous êtes enjoués, j'essaierai de faire des épisodes de façon régulière jusqu'au championnat d'Europe pour que vous puissiez suivre toute la préparation, tout ce que ça implique, toute l'amplification, on va dire, parce que là on est encore à peu près 3 mois des championnats d'Europe. Donc on rentre tout doucement dans le dur, mais d'ici 2 mois déjà ce sera un petit peu différent. Ça vous permettra de mieux comprendre un petit peu les enjeux d'une préparation, de la compétition, du haut niveau, et de mieux comprendre aussi l'aspect que je peux vous partager via ces podcasts. Je vous invite également à liker cet épisode, à me laisser un petit commentaire pour m'aider au référencement, et on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, on va parler optimisation, parce que dans les sports de force, on voit naître beaucoup d'optimisation, puisque le but, c'est de soulever le plus lourd possible, donc dans notre cas sur une répétition. Donc forcément, on va chercher à optimiser tous les leviers pour nous permettre de déployer plus de force. C'est comme ça qu'on retrouve par exemple en powerlifting un bench avec un gros pontage, ce qui vaut d'ailleurs beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux, mais c'est pour réduire l'amplitude, pour pouvoir soulever une plus grosse charge sur le même mouvement en trichant un petit peu sur le mouvement, je sais pas si c'est le terme, ou en tout cas en optimisant. Donc ça, on le voit en vrai dans tous les sports de force, chacun à leur manière. Et le streetlifting, évidemment, n'y coupe pas, sachant que c'est une discipline encore récente, le streetlifting. Je trouve qu'on est vraiment sur la phase où l'optimisation est déjà présente depuis quelques années, mais elle s'intensifie. Et en fait, on peut voir aussi l'évolution et la zone charnière. Là où sur le powerlifting, ça fait déjà longtemps que le pontage est appliqué, donc les gens qui arrivent dans la discipline, c'est logique pour eux de faire comme ça. Je trouve qu'en streetlifting, on a encore des Gaulois, j'allais dire. On a encore le petit village gaulois qui veut pas se plier à l'optimisation et qui peut se le permettre parce que le niveau, bien qu'il soit énorme, mais n'est pas encore suffisamment haut pour ne pas être obligé de faire ces optimisations. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Là où vous voyez en powerlifting, ça peut arriver qu'on voit des athlètes ne pas faire de pontage, mais c'est très très rare. Et sur le haut niveau, je pense pas me tromper en me disant qu'il y en a pas. Et je pense que dans le streetlifting, sur les techniques qu'on voit émerger, ce sera probablement le cas dans quelques années. Donc dommage ou pas dommage, ça, chacun son avis là-dessus. Vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire. Moi, pour ma part, je trouve que c'est dommage, mais c'est un petit peu inévitable. Parce qu'encore une fois, si le but c'est de soulever plus lourd, il faut trouver des choses pour pouvoir soulever plus lourd. Donc, vous l'avez compris, en streetlifting, on voit naître de l'optimisation. Donc, quand je vous parlais de ça, je pensais surtout à ce qu'on peut voir, par exemple, sur les dips, avec le fait que les hanches descendent maintenant très peu, juste pour répondre au règlement Final Rep, c'est-à-dire le bas de la ceinture qui doit passer sous la ligne la plus haute de la station de dips. Donc, ça peut donner effectivement un aspect de hanche qui bouge très peu, là où on se penche en avant pour pouvoir atteindre l'amplitude au niveau épaule. Il y a ces optimisations-là, il y a aussi l'optimisation au niveau des jambes, des flexions de genoux. C'est vrai que ça rend des dips très très moches. Hein. Franchement, quand on voit le dips de base, ça rend des dips un peu moches. Mais voilà, encore une fois, c'est l'optimisation. On a toute cette notion de protraction scapulaire. Après, protraction scapulaire, moi je la mettrais pas forcément dans l'optimisation de force, dans le sens où, oui, ça va aider à gagner en force, mais c'est aussi très protecteur d'un point de vue articulaire et d'un point de vue technicité. Donc ça, je trouve que c'est quand même important de mettre en place quand on manipule des choses lourdes. Mais voilà, on va dire que sur le dips, on voit beaucoup d'optimisation. Sur le muscle-up aussi, de plus en plus, mais pour autant qui n'ont pas le même regard, on va dire, que les dips. Le but, c'est pas de réduire l'amplitude. De toute façon, sur le muscle-up, on peut pas. On a quand même des techniques un petit peu différentes qui permettent de tirer moins haut, si je parle aux anneaux, tirer moins haut, moins longtemps et de basculer plutôt sur la transition. Donc c'est une certaine optimisation aussi dans ce sens-là. Sur les tractions,
on voit pas énormément de toute façon, pareil, là, on peut pas réduire l'amplitude, faut monter le menton au-dessus de la barre. Donc si ce n'est dire qu'on envoie juste le menton, par exemple, au lieu de venir poser. En termes d'optimisation pour la performance, on n'a pas grand-chose. Et sur le squat, c'est être juste à l'amplitude requise sur le squat. Donc effectivement, on fait pas des squats cul au sol. Donc voilà un peu les optimisations qu'on retrouve en street lifting. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, du coup, lorsqu'on arrive dans la discipline, on voit tout ça, on voit nos athlètes préférés faire une certaine technique de mouvement, et forcément, on va chercher à imiter. Et est-ce que c'est mal ? Non. Est-ce que c'est le plus judicieux ? Pas forcément non plus. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à imiter, parce qu'on se dit, s'il est fort comme ça, il faut que je fasse comme ça. Moi, c'est pas ce que je vais recommander dans un premier temps pour l'aspect évolution, dans le sens où on a besoin aussi de renforcer ses articulations, de renforcer ses muscles, autrement que sur la suroptimisation. Si tout de suite, quand vous arrivez dans la discipline, vous vous pliez à toutes les optimisations, vous n'avez pas forcément construit le bagage nécessaire pour pouvoir optimiser l'optimisation. Je sais pas si c'est clair pour vous. Là où, quand on commence sur les dips, ce qu'on va chercher, c'est à faire des dips. Voilà. Là, on commence sur les tractions, à faire des tractions, muscle up, squat, squat. Et après, une fois qu'on a une technique qui va être solide, là, on va pouvoir dire, ok, là, tu peux réduire l'amplitude, là, tu peux arrondir un petit peu comme ça, descendre moins les hanches. Donc, je trouve que c'est important quand même de passer par une phase de, voilà, on se préoccupe pas forcément de l'optimisation. Et en vrai, quand je parle d'optimisation technique, c'est aussi valable pour l'optimisation matérielle. Moi, je suis pour, en vrai, que les athlètes que j'accompagne commencent en raw ou avec très peu d'équipement, progressent là-dessus, et on rajoute les équipements en fonction de leurs objectifs de compétition, parce que, évidemment, s'ils veulent être compétitifs sur une compétition, on va devoir passer par cette étape-là aussi pour se mettre juste au même niveau que les autres. Donc voilà, l'aspect optimisation de mouvement, c'est pas forcément l'élément qu'il faut à tout prix rechercher quand on commence la discipline ou qu'on veut évoluer sur un mouvement. Faites déjà le mouvement. Et ça va être un peu le maître mot de cet épisode de podcast, c'est que je pense que dans la force, on a oublié qu'il fallait forcer. On a oublié qu'il fallait forcer parce que on est toujours là à rechercher la meilleure technique, le meilleur équipement, la meilleure stratégie mentale, etc. Et on oublie juste l'essence même du mouvement qui est juste pousse fort. Et vous allez voir, on va rentrer plus dans le vif du sujet ensuite. Et je trouvais que cet épisode était quand même ultra intéressant parce que même moi, en tant qu'athlète de haut niveau, je me suis retrouvée confrontée à ce truc-là, de me dire, j'ai l'impression que je force pas sur mes mouvements. Et je me rappelle même pour une prépa compétition, alors je ne sais plus laquelle c'était, peut-être les championnats du monde, là, il y a à peu près 1 an, je disais à ma préparatrice mentale, quand on travaillait, je lui disais, mais en fait, j'ai l'impression que je force pas. Et elle rigolait parce qu'elle me disait, mais t'as vu les performances que tu fais, tu forces. Oui, mais dans l'intention, j'avais pas l'impression de forcer autant que quand j'étais à Basic Fit sur ma station pourrie avec aucune idée du niveau que j'avais, juste je mettais les poids, aucune technique, rien, je descendais et juste je poussais jusqu'à mourir, je poussais à la vie, à la mort, et pour passer cette rep. Et j'ai eu l'impression à un moment donné de perdre ça, et je trouve qu'on peut facilement le perdre aussi en force, parce que quand on est très branché technique, optimisation, on oublie l'élément principal de pousser. Alors que pour être performant, va falloir faire coexister les deux. Et c'est en ça que je vous disais que je ne recommande pas forcément aux débutants de chercher la suroptimisation parce que il faut déjà optimiser ce levier de juste je pousse fort. Et le je pousse fort, il peut être oublié sur différents mouvements. Moi, perso, j'avais du mal à le recruter, en vrai, j'allais dire sur les 4. Le muscle-up, je sais que j'avais du mal parce que déjà, techniquement, c'est très exigeant. Donc en fait, le muscle-up, t'auras beau tirer fort, en l'occurrence, si t'as pas la technique, ça va mener à rien, en vrai. Même sur des charges légères, juste si tu tires fort, ça suffira pas. Il y a trop un aspect technique. Donc je sais que sur le muscle-up, je vais vous dire la vérité, jusqu'à encore maintenant, je sens que, d'un point de vue force, je suis très très loin de mon potentiel, parce que c'est pas mon facteur limitant, et j'ai pas l'impression d'arriver à un niveau où j'ai besoin de enclencher un truc supplémentaire dans mon mouvement. Mais on va y venir. Sur les tractions, ça me le faisait un petit peu aussi. Pendant un moment, j'ai eu du mal justement à trouver ce truc de il faut forcer, il faut tirer fort.
Là, j'arrive plus à le faire, et c'est d'ailleurs depuis que j'arrive plus à le faire que mes tractions bougent pas mal en ce moment. Et sur les dips et squats, c'est à géométrie variable dans le sens où, pareil, c'est un peu mes mouvements de prédilection. Et du coup, j'ai l'impression, indirectement, mon corps, il est en mode... pas besoin. Pas besoin de forcer plus que ça. Alors que en forçant plus que ça, tu vas chercher plus aussi. Alors sur le squat, je trouve que j'arrive quand même à bien le déployer parce que dans tous les cas, ça fait plaisir à personne de fail un squat dans le sens où tu te fais vraiment écraser par la barre. Donc même si t'as les sécurités, les spotters, tout, que t'es en sécurité, la sensation fait que, je trouve, tu déploies plus instinctivement ta force. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais le fait de... C'est pas un instinct de survie dans le sens où tu vas pas mourir sous ta barre, mais vu que t'as cette sensation d'être écrasé, c'est plus instinctif de toute façon repousser cette charge qui vient t'écraser. Là où sur les dips traction, si tu loupes juste traction, tu vas pas monter. Je veux dire, tu te fais entraîner par la charge, mais juste tu vas pas monter, c'est pas dramatique. Et dips, pareil, juste tu vas pas réussir à pousser. Voilà, t'as tes spotters en bas, t'as ta box pour pas que ça retombe trop bas, et en soi, c'est pas, c'est pas le même, ressenti. Dites-moi si vous êtes d'accord, parce que en fait, je viens de penser à ça en l'expliquant. Et je me dis que c'est assez parlant. Néanmoins, sur le squat, je remarque que beaucoup n'ont pas compris le squat. C'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, c'est pas ce que je veux dire, mais vous allez comprendre. Le squat, quand tu te mets la barre sur le dos, à partir d'une certaine charge, c'est lourd. C'est lourd. Tu te mets des 100 kilos sur le dos, 150 kilos, qui que tu sois, c'est lourd. Ok ? Donc c'est normal. Et ça, il faut arriver à se l'affranchir. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais s'affranchir de ça parce que si ça rentre dans ton cerveau, compliqué. Donc, quand tu déraques ta barre, c'est lourd. C'est normal. Et quand tu fais ton squat, c'est sur ce mouvement qu'il faut aller forcer. Dans le sens où je vois beaucoup de gens qui ont peur du squat, qui ont peur de charger lourd, qui sont tellement en dessous de leur capacité. Je vous jure. Et je sais que moi, je l'ai expérimenté dans le sens où je pense que j'ai eu une coach aussi qui m'a bien poussée pour ça, donc ça, c'était vraiment chouette. Mais juste, j'ai un moment donné dans ma progression, je me suis dit, vas-y, je mets plus lourd. En vrai. Là, c'est dur. Je suis à 100 kilos, je vous dis n'importe quoi. Je suis à 100 kilos, c'est dur. Je vais mettre 120, je vais voir ce que ça fait. Bon. Peut-être j'abuse un peu quand je vous fais un jump de plus 20, mais dans l'idée, c'est ça. C'est en mode, vas-y, je mets plus lourd, on va voir. Et je vous jure, c'était dur pareil. C'était dur pareil. Et comme ça, je chargeais. Et je me rendais compte que la sensation que j'avais à partir de 100 kilos à l'époque, elle était la même après pour 120, pour 130 kilos. Parce que c'est lourd. Et il faut pousser. Mais ça fait partie de la force. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cet épisode. C'est pour vous expliquer que si vous êtes bloqué sur le squat, juste... J'allais dire pousser plus fort. C'est vrai. Mais essayez juste de vous affranchir de vos sensations. En fait, moi, la seule chose que je me dis quand je sens que c'est lourd, parce qu'il y a des jours où je sens que c'est plus lourd que d'autres, évidemment, la fatigue, tout ça, ça peut entrer en jeu, je me dis juste, ok, il faut que je gaine beaucoup plus. C'est la seule chose que je me dis. C'est-à-dire, tac, des racks durs, ok, je vais renforcer mon bracing, me mettre encore plus compact, me resserrer sur moi, comme ça, vraiment, je ne fais que d'un bloc. Tu fais ça, tu descends, tu montes, et je vous jure que des fois, ça vole. Ça vole littéralement. Alors que, en fait, si tu déraques ta barre et déjà t'es en train de te dire c'est lourd, ça va être dur, t'es en train de stresser, te dire putain c'est vraiment lourd, etc. Déjà, vu que t'es en train de stresser, tu vas avoir la respiration qui va augmenter, tu vas peut-être plus maintenir correctement ton bracing, tu vas avoir les jambes qui flageolent par rapport au stress, déjà ce sera plus dur de pousser, et en plus, dès que tu vas bloquer un petit peu, tu vas être en mode ah non, c'est mort, c'est lourd. Et combien de gens, je vous jure, j'ai vu échec comme ça, juste parce que au moment où ça ralentissait, ils étaient en mode putain c'est mort. Alors que le squat, il commence là, les gars. Il commence vraiment à cette sensation où t'as l'impression tu montes plus. Et si t'arrives à passer ce truc-là, à te dire je pousse, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort, vous allez passer des paliers. Et vous allez vous rendre compte que là où vous vous arrêtiez, c'est là où tout commence, en réalité. Et je pense que vous pouvez charger vraiment plus sur vos mouvements. Évidemment, quand je vous dis il faut forcer, il faut mettre plus lourd, il faut, se la donner, on fait ça intelligemment.
L'idée, c'est pas que là, vous sortez du podcast, vous êtes tout feu tout flamme, vous avez entendu Julie, elle a dit « faut charger, faut forcer », tac, vous mettez des grosses plates et vous allez pousser. Non, il faut faire ça intelligemment. Il faut respecter une programmation logique, une surcharge progressive. Pourquoi ? Parce que même si vous arrivez à déployer cette intention, vos structures, il faut aussi qu'elles puissent s'habituer à la charge. Donc s'il vous plaît, faites ça quand même intelligemment. Si vous avez votre coach, faites ça dans la progressivité, mais essayez juste pour l'instant de changer votre intention. Votre intention par rapport à la charge et mettre le focus, au lieu de mettre le focus sur 40 points techniques, et là je parlais du squat, mais en réalité c'est valable pour tout, de vous dire je me suspends en traction, tac, il faut que je serre ma barre, il faut que je gaine, attends j'inspire avant, attends je regarde bien la barre parce que sinon c'est no reps, c'est machin, ok start, je commence à tirer, ok il faut que je gaine les jambes, et au lieu de penser à tout ça, juste essayez de faire une séance où juste vous tirez fort et vous poussez fort. Et je vous jure, en termes de sensation, ça va être très différent et je pense que vous pouvez vraiment être surpris par rapport à la vitesse de vos lifts ou la sensation que ça peut avoir. Parce que, encore une fois, c'est des choses qu'on peut mettre de côté. Donc, faites ça intelligemment, essayez juste, de changer votre intention. Ça fait beaucoup, l'intention. Je vous l'avais déjà partagé aussi, il faudrait peut-être que je refasse un post là-dessus, parce que ça peut être intéressant. Je vous avais fait un post, je crois, en story. Je vous avais montré sur mon muscle-up, un muscle-up à 5 kg, comme ça, VS un muscle-up à 5 kg avec une intention. Et je vous jure, c'était le jour et la nuit. Pour autant, c'était le même jour. Donc, on va dire l'impact fatigue, tout ça, c'était le même sur les 2 jours. Et en plus, le muscle-up qui était plus facile était arrivé après le plus dur. Donc, il n'y a même pas cette notion de « je me suis déjà fatiguée avant ». Donc, vraiment, l'intention, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup sur vos lifts. Alors, testez-moi ça et vous me redirez. Un autre élément de votre entraînement qui va être ultra important pour arriver à soulever plus lourd, c'est l'aspect mental. Là, je vous ai beaucoup parlé d'intention, du fait de déployer sa force, mais le mental, c'est aussi la façon dont vous allez appréhender la barre. Et ça va conditionner, en vrai, tout ce que je vous ai dit précédemment. Et ça, c'est un entraînement. C'est-à-dire que si vous m'écoutez et vous vous dites « Oui, mais Julie, vraiment, moi, j'arrive pas. Je stresse trop, ça me paralyse, j'y arrive pas », sachez que c'est un entraînement. Quand vous êtes arrivé sur votre muscle-up la première fois pour essayer, vous n'avez pas réussi, et pour autant, c'était logique pour vous de travailler pour y arriver, et l'aspect mental, c'est pareil. Juste, on va avoir des prédispositions, mais j'ai envie de dire, c'est comme sur les mouvements. Il y a des gens qui ont des prédispositions, qui arrivent à faire des tractions alors qu'ils l'ont jamais travaillé. D'autres vont devoir passer 2 ans à l'élastique avant de passer leur première traction. Mentalement, c'est pareil. Il y a des gens qui arrivent à se mettre dans leur état de flow très rapidement, instinctivement, quand ils s'entraînent. C'est mon cas. Et d'autres vont devoir beaucoup travailler pour arriver à déployer ça. Et en plus, quand je vous dis c'est mon cas, moi c'est vrai que dès ma première compétition, j'ai vraiment réussi à mettre dans un état de flow, dans un état de hyper concentration. C'était assez instinctif chez moi, de par mon vécu, de par ce que j'ai pu traverser dans mon enfance, etc. Et ça m'a porté énormément. Et pour autant, j'ai quand même fait de la prépa mentale parce que même si j'arrivais à avoir un peu cet état de flow, je pouvais encore plus l'optimiser. Donc si toi, déjà, c'est pas instinctif, t'arrives pas forcément, imagine tout le travail que tu peux faire. Et je me souviens d'ailleurs d'une étude que j'avais lue pendant mes études de kiné qui m'avait marquée et qui disait, alors c'était à titre indicatif, c'était pas... à prendre avec des pincettes, mais c'est pour vous illustrer mon propos, qui disait que avec de la préparation mentale, en gros, en jouant sur l'aspect mental, tu pouvais augmenter tes performances de genre 45%. C'était un truc comme ça. C'était un truc énorme. Mais l'idée, c'est pas de se dire vous allez augmenter vos performances de 45%, mais c'est plutôt de vous dire à quel point ça peut impacter vos performances. Et ça, je pense que c'est un aspect qui est trop négligé parce que dans l'idée, no pain, no gain. Ça, c'est dans l'idée. Donc, on se tabasse à l'entraînement. Des fois, on se tabasse d'ailleurs sans trop de réflexion, sans trop de trucs. Mais on se dit, vu que je fais beaucoup, vu que je me la donne, ça va payer. Non, malheureusement, si tu fais ça sans aucune logique, ça paiera pas autant que si tu as une programmation adaptée. D'où l'importance de se faire coacher. Mais il y a aussi le travail mental. Et le travail mental, comment vous pouvez le faire ? Vous pouvez le faire déjà vous-même via du conditionnement,
via la capacité de se refocus, d'essayer de faire abstraction, de se dire des mots positifs, de se mettre dans une bulle de positivité, de réussite, de visualisation, tous ces éléments-là, ou vous pouvez faire également un accompagnement via un préparateur mental pour pouvoir pousser le truc un petit peu plus loin. Après, si vraiment vous avez aucune base, entre guillemets, dans l'aspect mental, je vous conseille de tester déjà des choses vous-même, parce que vous allez aussi mieux apprendre à vous connaître, et après, comme ça, quand vous serez en suivi par la suite, par exemple avec un préparateur mental, vous allez pouvoir jouer sur les choses qui marchent sur vous, sur des leviers, tester évidemment d'autres choses, mais vous aurez déjà une connaissance de ce qui vous aide ou vous dessert à l'entraînement. Et si je peux déjà vous donner des petits tips tout simples, tout bêtes à mettre en place à l'entraînement pour arriver à se mettre dans cet état de flow, premier, mettez-vous un casque ou de la musique. Si vous entraînez sans musique, je trouve que c'est ultra dur de faire abstraction de ce qui se passe autour. C'est possible, on le fait d'ailleurs très bien en compétition, hein, c'est ce qui se passe. En compétition, on est tellement dans notre état de flow. Pour ceux qui font des compétitions, je pense que vous allez me dire si vous êtes pareil, mais moi, c'est vrai que quand je rentre sur le plateau, on hurle dessus, je n'entends rien. Il y a ma musique qui passe, je n'entends rien. C'est moi, le start de l'arbitre, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun bruit. Pourquoi ? Parce que, justement, j'ai cet état de flow où mon cerveau a que la concentration sur les éléments nécessaires, le reste, il n'y a plus rien. Donc, on peut arriver à faire ça à l'entraînement, mais je trouve que ça demande aussi une grosse énergie. On l'a pas toujours quand on va s'entraîner après le boulot, etc., qu'on est fatigué. Là où en prépa, normalement, on a eu le taper, donc on arrive en forme pour pouvoir recentrer tout ça. Donc, on peut y arriver à l'entraînement, mais je vous conseille quand même mettez votre musique. Je peux vous conseiller même d'avoir une playlist spécifique pour vos PR, ou en tout cas les séances un petit peu plus lourdes, les singles un peu lourds. Comme ça, vous mettez vraiment dans une bulle, et en plus, ça va revenir à chaque fois sur des musiques communes, et votre cerveau va aussi se conditionner du coup à tac, je switch quand j'ai ce style de musique dans mes oreilles. Donc ça peut énormément vous aider. Deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est avant un lift important, justement, de vous mettre dans votre bulle déjà. C'est-à-dire mettre votre casque, votre musique, marcher un petit peu et visualiser le mouvement, visualiser la réussite, vous conditionner à la réussite, vous dire que vous allez y arriver, tout en vous répéter des phrases positives, tout ça. L'avant, il va être hyper important, parce que si vous êtes en train de... Je rigole avec mes potes, etc., et 2 secondes après, je suis sur la station, le switch peut être un petit peu plus difficile, ça peut mettre un peu plus de temps. Là où si vous avez pris déjà 2 petites minutes, voire plus avant pour vous mettre dedans, ça va vous aider. Troisième chose que je peux vous conseiller, et moi qui m'aide beaucoup sur notamment les séances muscle up, c'est le Mix Focus de chez Nutrimuscle. Mix Focus, pareil, ça c'est des compléments, je trouve, qui sont ultra sous-cotés. À ça, pour s'envoyer de la caféine, pour s'envoyer du pré-workout, ça, il y a du monde. On s'envoie des gigascoops, on rajoute de la Red Bull, on est comme des oufs comme ça, et après, on s'étonne qu'on n'est plus concentré, mais ça, je trouve, il y a une grosse propagande dessus, là où les compléments, justement, pour juste recentrer l'esprit, c'est beaucoup moins hype, parce que tu sens pas directement d'effet de palpitation, il se passe quelque chose, et pour autant, je trouve que ça aide énormément à la clarté mentale. Et la clarté mentale, c'est ce qui te fait réussir. Parce que quand t'as le BPM à 200, qu'il y a du bruit, qu'il y a machin, que tu dois te concentrer, etc., d'un aspect technique, d'un aspect intention, c'est plus forcément évident. Je dis pas que la caféine n'aide pas, oui, ça va aider à développer les capacités, ça a été prouvé, et ça peut être très bien, mais chez des profils qui sont déjà ultra stressés, qui ont déjà le BPM qui monte haut, qui ont du mal à canaliser leur énergie, déjà je leur conseillerais pas du tout de prendre du pré-workout avec caféine, mais les éléments comme du mix focus, ça peut être hyper bien, parce que ça va agir en fait juste sur ton mental, sur ton abstraction. C'est-à-dire que moi quand je le prends, déjà que je suis quelqu'un qui arrive quand même à switch, c'est vraiment genre tac, je suis sur mon mouvement, j'arrive à switch rapidement sur mon état de concentration et de flow. Donc ça me permet d'être plus focus sur le mouvement que je suis en train de faire et de mettre l'intention où je veux. Donc soit sur un aspect technique si j'ai à travailler, soit sur juste l'intention de forcer, comme je vous expliquais, parce que là c'est ce qui doit prédominer. Et c'est beaucoup plus facile de le mettre en place. Donc je vous invite vraiment à regarder, je vous mettrai en description le lien, mais ça c'est quelque chose qui peut énormément vous aider. Et le troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de toujours penser positif. Ça fait très... ça fait très influenceur de Bali. Bref, si vous avez les refs, vous verrez de quoi je parle, mais très zen, très truc. Mais en vrai,
ça marche ultra bien. Parce que même si c'est lourd, même si vous n'êtes pas en forme, même si vous êtes fatigué, même si vous avez échec il n'y a pas longtemps, même si même si vous pensez positif, je vous jure que ça peut contrecarrer tout ça. Parce qu'en réalité, qui c'est qui guide votre performance, qui guide vos muscles, qui guide votre système nerveux, etc. C'est votre cerveau. Donc en fait, si déjà vous êtes dans une situation d'échec, en train de vous dire c'est trop lourd, je suis fatigué, ça va pas, etc. et que vous êtes comme ça sous la barre, comment vous voulez envoyer un message de puissance, d'intention, de force, alors que vous êtes parasité par ces éléments-là? Donc ça, s'il vous plaît, pareil, appliquez-le, même si vous y croyez pas une seconde. En vrai, au début, c'est un peu ça, quand on n'a jamais été formé, j'allais dire. Mais quand on n'a jamais pris l'habitude, en tout cas, de toujours voir le positif, au début, on a l'impression un peu de se forcer. Moi, c'était pas inné chez moi, cet aspect-là, pour le coup. Donc, t'es là, t'as la barre qui est lourde, tu te sens écrabouillé et t'es en mode, c'est facile. Tu sais, limite, t'as la petite larme là, comme ça. C'est facile, c'est facile. Donc, t'as l'impression de te forcer. Là où maintenant, c'est inné. C'est-à-dire que limite, quand je sens un signe de faiblesse ou en tout cas de moindre force, de fatigue ou quoi, je vais me forcer 2 fois plus à me dire c'est facile pour toi, t'es la meilleure, c'est léger. Que des trucs positifs que je vais me répéter en boucle, et vous allez voir que sur votre lift, bah, ça va compter énormément. Parce que vous êtes déjà en position de réussite. Donc votre corps va capter cette énergie-là et va mettre tout en œuvre pour pouvoir être sur la même longueur d'onde que ce que vous êtes en train de penser, tout simplement. Il y a une chose aussi que je vois dans les sports de force et qui, pour moi, participe au fait de moins arriver à forcer, moins arriver à déployer l'essence même du sport, c'est le fait d'être trop dans sa zone de confort. Parce que, en vrai, en streetlifting, en powerlifting, c'est pour moi la même veine, on est dans des sports faciles. On est dans des sports ultra faciles, quoi. On s'entraîne en salle de sport, voilà, on est bien coucouné, vous voyez, il fait pas mauvais, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, de manière générale, hein, évidemment, mais on est coucouné, on est à l'intérieur, on fait notre petite séance, on a nos petits vestiaires, voilà, on peut s'essuyer la tête si on transpire un peu, on transpire d'ailleurs pas tant, parce que sur les mouvements, voilà, on fait pas trop de reps, etc. Vous voyez, on a un sport facile, et on reste dans notre petit axe, voilà, on fait notre petit squat, tac, on descend, on se remonte, tac, on a fini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sport facile. Là où, sur plein d'autres sports, bah, il y a des notions d'imprévisibilité, il y a des notions de temps, il y a des notions de gérer les autres, etc. Là, on est tout seul dans son petit confort. Et je pense que ça aide pas aussi à des fois aller chercher ce truc pour pousser, parce que quand on est trop dans notre zone de confort, le corps il s'y habitue et il veut pas trop en sortir. Et c'est pour ça aussi que moi, dans ma façon de faire, et c'est là que je trouve ça hyper important de vous l'expliquer, parce que des fois, quand on lit une programmation d'un coach ou quoi, on va lire les choses, j'allais dire de façon factuelle, oui et non, mais dans le sens où on va lire, par exemple, le renfo, le nombre de reps, le RPE, et on va se dire, ok, c'est pour travailler le dos, sur tel RPE, oui et non, mais c'est pour travailler le dos, etc. Moi, c'est vrai que auprès de mes athlètes, je mets beaucoup du RPE 9, en renfo, là où on pourrait se dire, purée, RPE 9 tout le temps, c'est quand même énergivore, etc. Alors sur du renfo, déjà, c'est pas autant énergivore que sur des mouvements de comp, etc. Parce qu'on chargera jamais si lourd, et quand c'est de l'isolation, voilà, c'est pas le même impact nerveux non plus. C'est d'autant plus important aussi pour la stimulation nerveuse, pour le renforcement, que d'être proche de l'échec, ça c'est une chose. Mais c'est aussi pour sortir mes athlètes de leur zone de confort. Des fois, si je leur mets des giga renfos, des giga formats de zinzin en renfo, oui, c'est pour renforcer via l'exercice que j'ai mis, mais c'est aussi pour renforcer là-dedans. C'est pour renforcer là-dedans et pour les obliger à aller chercher en dehors de leur zone de confort. Il y a des formats de zinzin. Si les athlètes qui ont eu ces formats m'écoutent, sorry but not sorry, en vrai, parce que c'est pour vous. Mais je leur ai déjà mis des émums de 6-6 squat de fou, je leur ai déjà mis des AMRAP sur des exos, etc. Vraiment dur. Mais parce que, en fait, en allant chercher toujours plus, en plus avec l'AMRAP, ce qui est bien, c'est qu'il y a cette notion de semaine où tu as envie d'améliorer le score. Donc tu vas aller chercher en dehors de ta zone de confort, tu vois. Et le fait de faire ça, c'est transférable sur leur mouvement. Parce que même si je l'ai fait, je sais pas, sur des 6-6 squats,
tu t'es habitué à aller dans la difficulté, à aller chercher plus loin, et quand tu vas aller sur tes mouvements, que ce soit le squat ou un autre d'ailleurs, tu connais cette sensation de pouvoir aller te pousser plus loin. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi de voir les renfos sous cet aspect-là, sous l'aspect, oui, c'est pour renforcer tel truc, mais c'est aussi pour te pousser en dehors de leur zone de confort. Là, en ce moment, qu'est-ce que je fais d'ailleurs avec mes athlètes aussi ? C'est qu'on est un peu tous sur un hors-saison, donc je leur ai mis des petits challenges de temps en temps sur des circuits un peu endurance, je mixe un peu cardio-endurance. Hihi haha, on s'amuse, c'est rigolo, tout le monde le fait, on peut se comparer, on peut se motiver, donc ça c'est hyper chouette, c'est un effet aussi fédérateur. Mais aussi parce que dedans, je leur mets des choses qui vont les pousser dans le dur. Et encore une fois, quand ils vont revenir sur leur séance petit confort, petit machin, ça va leur donner envie de pousser un petit peu plus parce que ils ont retrouvé ces sensations-là. Et ça, je trouve que c'est ultra important, si vous êtes en auto-coaching, d'y penser dans votre manière de programmer parce que ça va indirectement impacter vos mouvements. C'est très chiant sur le moment parce qu'encore une fois, on n'est pas forcément habitué à ça, à l'inconfort dans notre sport, mais c'est ce qui vous permet de progresser sur vos mouvements et de pouvoir vous la donner un petit peu plus. Donc ça, c'est un aspect hyper intéressant que j'ai pas vu forcément être développé et que je trouvais important de vous partager. Mais sortez de votre zone de confort. Et l'occasion de le faire, c'est effectivement les renfos, vos autres pratiques sportives, si vous en avez, parce que effectivement, sur votre squat, si vous avez un squat RPE 6, ça sert à rien d'aller chercher du RPE 10, vous allez juste niquer la programmation. Donc sur votre renfo, si vous avez du RPE 9, vous envoyez, vous pouvez même aller chercher du RPE 10 en vrai, sur le renfo, ça fera du bien. Si vous faites une autre activité, pareil, allez chercher de l'inconfort. Vous pouvez aussi le faire via vos entraînements, dans le sens où, si vous avez, une plage horaire confortable, vos entraînements, vous les calez sur vos jours où vous travaillez moins, etc. C'est cool, c'est avantageux. Mais de temps en temps, faire une petite séance après le boulot quand vous êtes bien KO, pareil, ça va vous obliger à sortir de la zone de confort et déployer des capacités supérieures qui vont pouvoir vous aider sur vos séances de manière générale. J'espère que vous avez un peu compris le principe. C'est un peu le mal par le mal, mais vous me remercierez quand vous aurez mis en place ces petites choses-là. On va arriver à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je trouve qu'on a abordé des sujets ultra intéressants et pas forcément, encore une fois, développés plus que ça. Donc si vous a plu, n'hésitez pas à liker encore une fois l'épisode, me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me suggérer des sujets pour les autres podcasts, des choses que vous voulez que je développe, autour d'un sujet, autour de la santé, la performance, ce que vous voulez. Et vous pouvez aller voir également mes petits vlogs sur ma prépa Europe. En tous les cas, je vous fais des gros bisous, j'espère que l'épisode vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!